Mesdemoiselles, Messieurs, nous arrivons à ce dernier cours sur les parois de l'abdomen et nous allons voir le diaphragme. Diaphragme qui peut être étudié soit avec le thorax, parois du thorax et cavité thoracique, soit avec les parois de l'abdomen. C'est en effet la jonction entre la cavité abdominale et la cavité thoracique, comme nous l'avions déjà présenté. Nous allons refaire quelques petits schémas à ce propos, en montrant ici une coupe sagittale médiane symbolique, schématique, ici avec la colonne vertébrale et ses différentes courbures, lordose cervicale, syphose thoracique et lordose lombale. Nous pouvons représenter ici très schématiquement le sternum, manubrium, corps, processus xyphoïde. Puis nous trouvons sur cette coupe sagittale la section de la symphyse pubienne, donc elliptique, oblique vers le bas et l'arrière. Et nous pouvons rappeler qu'il y a donc la paroi antérieure et antérolatérale avec la ligne blanche qui est donc située entre les deux gaine des droits de l'abdomen, ligne blanche ici, avec l'ombilique qui se projette au niveau de la crête iliaque L4 et bifurcation aortique. Nous avons vers le bas la fermeture par le plancher pelvien qu'on appelle aussi diaphragme pelvien, que nous avons étudié avec les régions et les muscles du pelvis. Et nous avons donc cette zone musculo-aponévrotique qui forme une nappe qui est convexe vers le haut et qui rentre dans la cage thoracique qui est le diaphragme. Nous allons voir que ce diaphragme va présenter une partie périphérique qui est musculaire et une partie centrale qui est tendineuse, fibreuse, qu'on appelle aussi centre phrénique. Voici ici, très schématiquement, cela complète ce que nous avions vu avec l'introduction générale sur ces parois de l'abdomen. Voici le diaphragme. Diaphragme thoraco-abdominal. En grec, on dit aussi phréné, P-H-R-E-N-E, phréné, et qui veut dire âme. Car longtemps, on a pensé que le siège de l'âme était dans le diaphragme, sachant que le diaphragme est un muscle inspiratoire tout à fait fondamental. Donc, d'ailleurs, le nerf qui ira au diaphragme est le nerf phrénique. Et phréné a aussi donné son nom, notamment à la phrénologie, science de l'âme et des caractères éventuellement visibles sur le plan morphologique. Donc voilà cette membrane musculo-aponévrotique. Nous verrons sur une vue détaillée dans un instant que ce diaphragme vient s'insérer sur le pourtour inférieur du thorax, et c'est-à-dire qu'il va ici s'insérer tout au pourtour, notamment par des systèmes de piliers fibreux. Et au centre, nous allons trouver le centre phrénique qui a une forme de trèfle avec une foliole antérieure, foliole droite, foliole gauche qui est la plus petite. Voilà ici cette région du centre phrénique qui correspond à des fibres entrecroisées et que nous trouverons de façon extrêmement caractéristique lors de la dissection, car comme toute structure fibreuse, c'est une zone qui est nacrée et très spectaculaire. Nous avons ici les différents faisceaux que nous verrons, c'est simplement une disposition générale ici, les différents faisceaux musculaires, et bien sûr, nous aurons la nécessité d'avoir des orifices de passage pour les éléments vasculo-nerveux, mais aussi pour le tube digestif, donc qui vont passer entre la région thoracique et la région abdominale et réciproquement. Ce diaphragme, donc fortement convexe, on ne le voit en pratique en anatomie que sur un sujet
anatomique, c'est-à-dire sur un sujet mort. En effet, pour le voir, il faut éviscérer, il faut enlever l'ensemble des viscères qui sont dans l'abdomen. Et en particulier, ici, nous aurions donc le foie, estomac, rate, le côlon et l'ensemble des éléments. Donc, nous allons, pour voir ce diaphragme, faire plusieurs vues. Nous allons tout d'abord faire ici une vue, dans un instant, une vue où nous aurons éviscéré. Donc ici, nous aurions effectivement l'ensemble des viscères, comme par exemple ici le foie, qui serait sous le diaphragme. Puis nous aurions la région du côlon ici transverse, puis les anses intestinales, la région duodénale et le pancréas, et différentes anses ici intestinales, l'ensemble maintenu par le péritoine. Donc il faut éviscérer cet ensemble pour arriver à voir le diaphragme, et en particulier, il faut décrocher le foie qui est attaché au diaphragme par du péritoine, comme nous l'avons vu, ou vous le verrez dans les cours sur l'abdomen. Donc, en enlevant ici ces organes, on va vider la cavité abdominale, et c'est là que l'on pourra voir le diaphragme dans son ensemble, ce qui n'arrive jamais, même dans une intervention classique, d'avoir l'ensemble du diaphragme qui est visible. Et nous ferons notamment une vue classique qui est une vue oblique, antéro-inférieure, donc où nous avons éviscéré les éléments, enlevé l'ensemble des éléments de la cavité abdominale, et où nous verrons ici donc le diaphragme avec ce qu'on appelle les coupoles diaphragmatiques. Voici ce diaphragme, et nous pouvons voir que ce diaphragme va avoir une portion antérieure qui sera presque horizontale, alors que la portion postérieure est presque verticale. Et donc la vue classique que nous allons faire est une vue ici qui est oblique, du bas vers le haut et vers l'arrière, ce qui va nous permettre de voir l'ensemble du diaphragme avec la partie postérieure et la partie antérieure. Nous ferons ensuite une autre vue où nous couperons le tronc en deux et où nous regarderons strictement un détail de la région postérieure, puis où nous regarderons la région antérieure. Donc ici en avant, ici en arrière, postérieure. Donc ceci est important de bien comprendre cette vue et cette notion d'éviscération pour voir le diaphragme. Autre point intéressant, et que nous avions également vu déjà dans les premiers éléments de présentation des parois de l'abdomen, si nous représentons ici très schématiquement le thorax, contour du thorax avec la région médiane et ici le rebord costal ou arc costal, le processus xiphoïde, ici les contours donc du corps, nous allons avoir un diaphragme qui va être entièrement intrathoracique puisqu'il s'insère au pourtour de l'orifice inférieur du thorax et vient remonter ici fortement vers le haut, donc convexe vers le haut, avec une partie centrale qui est donc le centre phrénique, phréné l'ancien nom du diaphragme, et cette convexité se décompose en deux coupoles classiquement, coupole diaphragmatique droite, coupole diaphragmatique gauche, qui remonte jusqu'au niveau de T9, T9 pour la coupole diaphragmatique droite qui remonte le plus haut. Nous pouvons également rappeler qu'ici, T9, c'est le niveau du mamelon, classiquement, et donc projection ici du mamelon, un peu plus haut le diaphragme à droite qu'à gauche. Pourquoi? Parce qu'il y a le foie à droite. Et donc la cavité abdominale remonte ici en intrathoracique. Nous allons donc passer maintenant à la description du diaphragme.
description du diaphragme où nous verrons, comme pour tout muscle, eh bien, les insertions, puis le trajet des fibres, la terminaison. Ensuite, nous passerons eh bien, aux orifices du diaphragme et puis à l'innervation, action. Cette grande vue classique où l'on a un segment de colonne vertébrale. Nous aurons besoin ici de T12, L1, L2, L3. Et puis, nous allons ici faire un hémithorax qui sera du côté droit. Donc, c'est une vue antéro-inférieure de type oblique. Voici ici la colonne que nous allons représenter. Nous aurons donc besoin de T12. Je ne mets pas ici les disques sur cette vue générale. L1, L2, L3. Nous allons voir, partant de T12, là aussi très schématiquement, la 12e côte. Cette 12e côte est plus ou moins longue suivant les individus, peut même parfois manquer, c'est une variante. Donc ici, T12, plus ou moins longue, qui peut ressembler à un processus transverse ou un processus costiforme. Puis nous allons trouver ici l'extrémité de la 11e côte, donc qui sera cachée par le diaphragme. Puis nous allons trouver, donc qui est une côte qui est libre et qui vient de T11. Puis nous allons trouver le 10e arc costal. Ce 10e arc costal forme la partie la plus basse ici de la cage thoracique. Ce 10e arc costal, nous en voyons ici l'angle, et ce 10e arc va venir se prolonger par du cartilage, et ce sera le 10e cartilage costal qui va faire suite. Ici, 10e arc qui se prolonge par le 10e cartilage costal que je mets ici en bleu. Voilà le 10e arc costal. C'est la partie la plus basse et fixe de la cage thoracique, sachant que 11e et 12e sont des côtes flottantes. Puis, venant participer au rebord costal, nous allons trouver le 9e arc, avec ici une petite partie osseuse, puis surtout une partie ici cartilagineuse, 9e arc costal. Puis ce sera le 8e arc costal. Le 9e arc costal s'étend en général jusqu'au bord latéral du droit de l'abdomen. Puis nous avons ici le 8e arc costal en vue inférieure, puis le 7e arc costal qui va venir rejoindre le sternum, côte ici sternale. Donc les 7 premières côtes qui sont sternales, 8e, 9e, 10e asternale et la 11e, 12e flottante. Puis nous arrivons là en avant vers la face inférieure du sternum qui vient se prolonger par le processus xyphoïde. Processus xyphoïde de longueur et de forme variable suivant les sujets, souvent cartilagineux jusque vers 20 ans et qui vient ensuite s'ossifier. Donc c'est ici cette vue oblique, classique, hein, c'est la vue classique que l'on fait pour étudier le diaphragme, vue oblique antéro-inférieure qui va permettre de dégager l'ensemble des éléments. Donc en un premier temps, nous avons placé ici les contours osseux et nous allons maintenant placer un certain nombre d'éléments fibreux. Nous allons voir qu'il existe des piliers tendineux qui vont former des zones d'insertion pour le diaphragme. Nous allons trouver un pilier tendineux droit qui s'insère sur les vertèbres L1 à L3. Donc ici, ce pilier droit qui est puissant, nous en ferons un détail sur une autre vue ensuite. Pilier droit, puissant, pilier tendineux, fibreux, L1, L2, L3.
sur les corps et les disques. Puis, nous trouvons ici un pilier gauche L1, L2, donc qui est moins important, qui descend moins bas. Et ces deux piliers tendineux viennent se réunir sur la ligne médiane par le ligament arqué médial. Pardon, ligament arqué médian. Nous sommes là sur la ligne médiane, ligament arqué médian. Ceci viendra délimiter, nous le reverrons, un orifice qui est l'orifice ou hiatus aortique. Pilier droit, pilier gauche, qui sont des piliers tendineux. Ces deux piliers viennent se réunir sur la ligne médiane pour former le ligament arqué médian. Nous allons maintenant trouver le ligament arqué médial, et pour cela, nous allons placer les processus costiformes, qui correspondent aux processus transverses des vertèbres sous-jacentes. Voici ici les processus costiformes de L1. Ligament arqué médial, qui va s'insérer sur L1 et L2, et qui va venir se recourber vers le dehors, pour se terminer sur l'apex, sur le sommet du processus costiforme de L1. Donc ici le pilier deuxième pilier ici, donc qui vient former le ligament arqué médial, ligament arqué médian, ligament arqué médial. Il y en a deux, un de chaque côté. Donc ce pilier ici, qu'on peut aussi appeler donc pilier secondaire, vient se recourber pour aller sur l'apex du premier processus transverse ou processus costiforme, donc de L1. Ligament arqué médial. Puis nous trouvons un ligament qu'on appelle le ligament arqué latéral, qui est tendu entre l'apex du processus costiforme de L1 et la terminaison de la 12e côte, ligament arqué latéral. Donc trois ligaments arqués, médial qui correspond à la réunion des deux piliers tendineux, ligament arqué latéral, L1, L2 jusqu'au sommet du processus costiforme de L1, puis le latéral. Nous allons trouver ensuite, constituant toujours finalement des insertions possibles pour le diaphragme et correspondant à l'orifice inférieur du thorax, nous trouvons des ligaments intercostaux, qu'on appelle aussi anciennement ligaments arqués intercostaux. En trouvons deux, ligament arqué intercostal entre le sommet de la 12e côte et le sommet de la 11e côte, puis un deuxième ligament intercostal ici entre le sommet de la 11e côte et le 10e arc. Donc voici ici ces ligaments arqués intercostaux qui donc viennent former une arcade fibreuse, alors que sinon on avait bien sûr un espace, et nous avons donc là un cercle fibreux complet, ostéofibreux complet, sur lequel va pouvoir s'insérer le diaphragme. Donc ici, nous sommes sur le 7e cartilage, ici sur le 8e cartilage costal, 9e cartilage costal, ici 10e arc et 10e cartilage costal, puis extrémité de la 11e côte, extrémité de la 12e côte. Nous allons ensuite, sur cette vue, donc qui est partielle, puisque nous représentons l'hémidiaphragme droit, et un petit peu plus du côté gauche, nous pouvons représenter à présent le centre phrénique. Encore une fois, phrénique vient de phréné, qui est le nom grec de diaphragme. Ce centre phrénique, nous l'avons vu, est central et a une forme classiquement trifoliée, donc de trèfle, avec une foliole antérieure, une foliole droite et une foliole gauche qui est la plus réduite. Voici ici donc ce centre phrénique. Ce centre phrénique va être perforé par un orifice qui est le foramen de la veine cave.
et que l'on va représenter ici, nous on en reparlera. Ce foramen de la veine cave est situé légèrement du côté droit et classiquement, il est à l'union entre la foliole droite et la foliole antérieure, foramen de la veine cave. Donc ce centre phrénique est une structure tendineuse, fibreuse, avec des fibres arciformes qui passent d'une foliole à l'autre et qui viennent s'entrecroiser. C'est une architecture complexe avec aussi des fibres qui vont de la foliole antérieure à la foliole droite. Donc c'est ici une architecture complexe et que nous représentons comme si c'était presque une seule masse fibreuse, mais on peut rentrer dans le détail très précis de l'architecture de ces fibres, donc qui sont des fibres de type tendineuse qui viennent correspondre à la terminaison des fibres musculaires du diaphragme. Nous représentons ici cela en vert parce que c'est du tissu fibreux tendineux, donc c'est la partie aponévrotique du diaphragme, mais en fait, je vous l'ai dit, c'est une couleur sur le vivant qui est extrêmement nacrée, puisque les tissus fibreux sont quasi dépourvus de vaisseaux, donc il n'y a pas d'aspect rouge ou rosé, c'est très blanc et très nacré, c'est-à-dire réfléchissant, brillant sur le vivant. Cela avait été comparé, notamment au Moyen-Âge, à un miroir, et aussi à la Renaissance. Un miroir, c'est ce qu'on appelle le miroir de Van Helmont, c'est-à-dire cette zone dans laquelle on ouvrait le corps et on pouvait quasiment se refléter dedans. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les miroirs étaient de piètre qualité. C'était des miroirs au mercure, hein, ce pas des miroirs comme aujourd'hui. Donc on avait là cet aspect nacré très caractéristique. Je vous l'ai dit, dans l'espèce humaine, on ne voit le diaphragme en gros que lors d'une éviscération, c'est-à-dire en dissection ou en autopsie. Si vous voulez voir un beau diaphragme, il faut aller chez le boucher, puisque c'est une disposition qui est constante chez les différents mammifères, et vous pourrez voir cette membrane caractéristique et cette partie centrale brillante. C'est une zone de muscles que l'on peut manger. De toute façon, en gros, tout se mange depuis l'origine de l'humanité. Et en l'occurrence, c'est une partie qu'on appelle la hampe. Hampe, qui est donc un morceau qui est parfois à la limite considéré comme un abat, et avec donc de longues fibres. Et c'est aussi une région, le diaphragme, qui va correspondre à l'onglet. L'onglet, ce sont les piliers musculaires que nous verrons dans un instant. Donc l'onglet de bœuf, par exemple, c'est du diaphragme et c'est, encore une fois, considéré, on disait les morceaux du boucher, comme quelque chose qui est presque un abat. C'est une viande qui s'abîme plus vite. Donc, nous allons maintenant voir à partir de cela, eh bien, les fibres musculaires. Donc c'est quelque chose de relativement répétitif, mais il faut au moins l'avoir fait une fois. Nous allons trouver tout d'abord des fibres qui vont s'insérer sur les piliers fibreux tendineux du diaphragme et qui vont venir délimiter un orifice qui sera donc un orifice dans la partie musculaire et qui est un orifice donc qui pourra se fermer sous la contraction musculaire, qu'on appelle le hiatus œsophagien. Comme son nom l'indique, nous allons y trouver eh bien, les fibres qui entourent l'œsophage, qui d'œsophage abdominal devient œsophage thoracique, ou plutôt réciproquement, d'œsophage thoracique devient œsophage abdominal. Voici ici ces premières fibres du diaphragme que nous construisons, qui naissent donc des piliers musculaires ici épais, qui s'insèrent sur les piliers tendineux et sur le ligament arqué médian. Un orifice musculaire, le hiatus œsophagien. Classiquement, nous referons tous les hiatus dans un instant, classiquement, il y a aussi un petit pilier accessoire ici, qui n'est pas repris dans la terminologie anatomique internationale, mais qui est intéressant. Nous le verrons
sur un détail des insertions sur le schéma suivant. Et de ce pilier accessoire vient naître également un faisceau, ici, musculaire, spécifique, avec surtout, et ce qui est intéressant, une petite fente entre les fibres précédentes et ces fibres, nous le verrons donc en agrandi. Voici ici donc la constitution du hiatus œsophagien, première partie musculaire, avec ici le petit faisceau complémentaire qui vient du pilier accessoire, classiquement décrit, non repris dans la terminologie internationale. Vous voyez que ce hiatus œsophagien est décalé par rapport à la gauche, par rapport à la colonne, et viendra se projeter au niveau de T10. Voilà ici ces premiers éléments fibreux. Et c'est cette partie qui est particulièrement développée qui vient former donc l'onglet. L'onglet de Boeuf, c'est cette partie ici très importante, musculaire, qui vient entourer l'œsophage. Ensuite, nous allons trouver des faisceaux musculaires qui viennent naître du ligament arqué médial. Là aussi, toujours avec des petites fentes entre les éléments. Voici ici ce faisceau musculaire. Donc, ce sont des faisceaux qui sont extrêmement aplatis avec des fibres longues. C'est-à-dire que nous avons là une viande qui est effectivement plate et fibreuse. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le cuire beaucoup parce que si on cuit beaucoup le diaphragme, vous avez quelque chose qui est très difficile à mastiquer. C'est pour ça que l'onglet et la hampe se servent en général bleu ou en tout cas saignant. Voilà ici l'élément qui part de ce ligament arqué médial qui forme donc une zone d'insertion fibreuse. Ce sont ces arcades tendineuses qu'on avait vues en anatomie générale et nous aurions la même chose ici du côté gauche, je n'y reviens pas. Et ensuite, nous allons encore une fois le construire volontairement, méthodiquement. Nous allons trouver des faisceaux qui vont naître de chaque niveau successif. Nous allons trouver ici un faisceau qui va naître du ligament arqué latéral. Et il y a là en général une fente assez importante entre le faisceau musculaire qui naît du ligament arqué médial et ce faisceau qui naît du ligament arqué latéral. Et dans cette fente triangulaire, nous apercevons donc un morceau de 12e côte quand elle existe, puisque je vous ai dit qu'elle pouvait manquer, ou en tout cas quand elle est suffisamment longue. Voici le faisceau du diaphragme, donc toujours longue fibre et aspect aplati, qui naît du ligament arqué latéral. Et nous avons là cette zone, vous voyez, dépourvue de muscles, qui va être une zone privilégiée pour des hernies diaphragmatiques. Et en l'occurrence, à ce niveau, ce sont souvent des hernies congénitales, c'est-à-dire à la naissance, des nouveau-nés qui ont un orifice ici qui est particulièrement grand et une partie des viscères abdominaux qui rentrent dans la cavité thoracique et qui gênent donc bien entendu la respiration. Ce n'est pas gênant tant qu'on est en situation intra-utérine, mais là ça devient un handicap et donc c'est quelque chose qui est tout à fait classique en chirurgie pédiatrique que ces hernies dans ce hiatus qu'on appelle souvent aussi le hiatus costolombal et qui porte un nom propre. Je le mets parce qu'il est très utilisé en clinique. En anatomie, on met moins de noms propres maintenant. C'est le foramen de Bordalek, B-O-C-H-D-A-L-E-K. C'est un nom de l'Est avec donc la possibilité de plusieurs orthographes différentes. Donc le foramen de Bordalek ici, ou hiatus costolombal, où on aperçoit la 12e côte, mais ce qui surtout peut être un siège de hernie, et en particulier chez l'enfant. Puis nous allons poursuivre eh bien ici avec des éléments musculaires qui naissent du ligament arqué intercostal entre la 12e et la 11e côte.
Et tout en rappelant, ce qui ne s'aperçoit pas obligatoirement sur ce schéma, que bien sûr, ceci est fortement convexe vers le haut, convexe dans la cavité thoracique, c'est une insertion ici sur l'orifice inférieur du thorax, et ce que l'on peut noter également, c'est que cette partie postérieure que nous sommes en train de construire est quasiment verticale, donc on la voit quasiment de face, et c'est ensuite que ça vient se recourber vers l'avant. Partie postérieure, celle que nous représentons, puis la partie antérieure qui est plus horizontale. Puis c'est ici donc le faisceau qui naît du ligament intercostal entre la 11e et la 12e côte et qui va rejoindre la partie latérale ici de la foliole droite. Donc là aussi, c'est rare qu'on le construise de façon fine, mais il faut l'avoir fait au moins une fois pour bien en comprendre les éléments. C'est extrêmement simple et logique. Nous prenons compartiment par compartiment les différents éléments constitutifs du bord inférieur du thorax, c'est-à-dire l'ouverture inférieure du thorax, et en avant, c'est ce qu'on appelle le rebord costal. En arrière, c'est ce système de piliers que nous avons vu. Puis, nous allons avoir ici le faisceau qui naît du 10e arc costal, qui vient se diriger vers l'apex, vers le sommet de la foliole droite. Ce serait la même chose du côté gauche, simplement la foliole gauche est plus réduite. Voici ici donc ce faisceau suivant et des fibres qui convergent vers le sommet de la foliole droite. Puis nous allons continuer par le chef ou faisceau qui part du 9e arc, puis ce sera le faisceau qui part du 8e arc, et enfin le faisceau qui part ici du 7e arc. Donc voici ces faisceaux supplémentaires, je vais surligner ici en orange, avec donc les faisceaux du 8e arc, 7e arc, et en rappelant que c'est donc ceci très concave vers le bas ou très convexe vers le haut. Et ce serait en gros symétrique du côté gauche. Alors c'est pour ça qu'on ne fait pas les deux côtés malgré tout. Voici ici le faisceau qui naît du 7e cartilage, on est sur le rebord costal. Puis nous avons enfin le faisceau qui naît du 9e cartilage ici, qui vient remplir l'espace manquant, avec là des éléments qui se terminent sur le bord antérieur du centre phrénique. Donc voici ici ces éléments. Et il nous reste enfin des fibres musculaires qui forment un petit contingent qui va naître du sternum et donc de la partie basse du sternum et voisin du processus xyphoïde. Petit chef ici, très réduit, qui naissent donc du bord inférieur du sternum avec une fente qui va exister entre la partie située sur le 7e cartilage et la partie située sur le processus xyphoïde. Voilà ici ces fibres naissant au niveau sternal en avant. Et nous avons donc là l'ensemble de ces fibres du diaphragme. Nous pourrions continuer bien sûr du côté gauche comme je vous l'ai dit. Et il y a en fait trois contingents. Il y a le contingent lombal qui naît sur ces piliers fibreux ou piliers tendineux et le ligament arqué médial, partie lombale, qui est très robuste, qui est donc, on l'a dit, sensiblement vertical et qui correspond à l'onglet en boucherie, l'onglet de bœuf. Puis nous avons ensuite la partie costale, qui est la plus étendue, qui vient s'insérer sur les ligaments arqués intercostaux et sur le rebord costal, c'est-à-dire 10e, 9e, 8e, 7e arc. Et en avant, donc ça c'est ce qu'on appelle la hampe en boucherie, et en avant, nous avons une petite partie qui est la partie sternale, qui est très réduite. Partie lombale, partie costale, partie sternale.
Vous voyez qu'il existe une petite fente ici entre la partie costale et la partie sternale. C'est une fente qui va être symétrique, qui va exister de chaque côté. Et cette fente s'appelle aussi classiquement la fente de Larrey. Larrey, qui est un grand chirurgien de l'époque napoléonienne, donc Larrey, notamment aussi d'hôpital militaire classique. Donc la fente de Larrey qui correspond à la fente entre la partie costale et xiphoïdienne, c'est la fente costo-xiphoïdienne du diaphragme. Nous verrons qu'il y passe quelques petits éléments vasculaires. Et puis, assez schématiquement, c'est souvent très réduit, entre les deux chefs sternaux, sur la ligne médiane, il y a un orifice impair et médian qu'on appelle le hiatus xiphoïdien du diaphragme et parfois appelé le hiatus de Marfan. Donc ces orifices, qui sont des interstices entre les fibres musculaires, peuvent être le siège de hernies et c'est notamment pour cela qu'on les décrit. Mais ce sont bien les hernies postérieures, ici, costolombales de Bordalais, qui sont les plus importantes. Voilà pour cette description. Nous allons à présent passer aux orifices et faire pour cela une vue agrandie de cette région. Donc nous allons ici faire une vue agrandie de la région des piliers, où nous aurons ici donc la colonne vertébrale, lombale, avec, on va mettre encore T12, donc qui s'élargit progressivement. Nous mettrons très schématiquement également des régions discales. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très schématique. 12, L1, L2, L3 ici. Donc ici nous sommes sur T12, L1, L2, L3. Nous aurons ensuite, nous pourrons rajouter des régions discales, là aussi de façon très schématique. Ils sont un peu plus épais que ça en pratique, mais c'est vraiment juste pour avoir une notion de cette alternance ostéo-fibreuse avec les symphyses. Et nous allons à présent pouvoir placer la 12e côte, qui est donc plus ou moins longue, nous l'avons dit, suivant les individus, et les processus costiformes, c'est-à-dire ce sont les processus transverses des vertèbres lombales. Donc ici, la 12e côte, plus ou moins longue, qui descend légèrement vers le bas et le dehors, 12e côte. Puis ici, la côte du côté opposé, très souvent, ce n'est pas obligatoirement symétrique dans le cadre de ces atrophies. Puis nous trouvons le processus costiforme de L1, ici. Processus costiforme de L2 qui est en règle générale un peu plus long. Et le processus costiforme de L3 qui est classiquement le plus long des processus costiformes lombaires, mais il peut y avoir des variantes, et notamment au niveau de L5, on peut avoir quelque chose qui est plus long. Donc voici ici de T12 à L1 les éléments, et nous allons donc reprendre les piliers, ce qui nous permettra de les voir de façon plus précise et de voir les orifices. Voici ici donc le pilier droit qui va descendre jusqu'au niveau de L3, L1, L2, L3 et les disques. Pilier gauche qui est plus réduit et qui va venir s'insérer uniquement sur L1 et L2. Ces deux piliers tendineux ici, puissants, vont venir se réunir sur la ligne médiane par le ligament arqué médial, que voici, qui forme donc un pont sur la ligne médiane, et qui vient délimiter un orifice ostéofibreux qui est le hiatus aortique, dont nous reparlerons plus précisément dans un instant après la mise en place de ces structures. Voilà, pilier tendineux droit et gauche et le ligament arqué médian qui limite le hiatus aortique. Puis nous avons le ligament arqué médial qui vient s'insérer sur L1 et L2
et se recourber ici pour se terminer sur l'apex du processus costiforme de L1. Donc, portion ici verticale L1, L2, parallèle au pilier tendineux que nous venons de voir, et ici qui vient se recourber, ligament arqué médial. Donc, sommet de L1. Comme je vous l'ai dit, du processus costiforme du L1. Comme je vous l'ai dit, il y a classiquement décrit, et c'est assez pratique d'un point de vue clinique et d'un point de vue chirurgical, d'un point de vue descriptif, il y a, partant du pilier ici principal, il y a un pilier accessoire tendineux qui est ici décrit et où il y aura un faisceau musculaire propre. Puis, nous allons avoir le ligament arqué latéral qui part de l'apex du processus costiforme de L1 et rejoint l'apex de la 12e côte. Et puis, ensuite, nous aurions le ligament arqué intercostal qui va entre la 12e côte et la 11e côte. Donc, voici ces éléments. Nous pouvons replacer juste une partie des fibres musculaires. Nous mettrons ici, au-dessus, donc se projetant à peu près au niveau de T10, nous aurons ici le hiatus œsophagien, qui est donc un hiatus musculaire limité par des fibres qui partent ici de ces ligaments, de ces piliers tendineux. Voilà ici ces fibres qui vont former en lasso, ici, entourer cet orifice musculaire qui est donc le hiatus œsophagien. Et nous pouvons également placer ce faisceau musculaire qui va naître des piliers accessoires ici, avec donc un espace entre les deux. Voici ici ces éléments musculaires qui partent du petit pilier accessoire, avec donc un espace intermédiaire où vont passer des éléments, comme nous allons le voir, et là, de manière identique, du côté gauche. Ici, petit faisceau qui naît de ce pilier accessoire, encore une fois, qui n'est plus décrit dans la terminologie internationale, mais très classique, notamment dans les écoles chirurgicales françaises. Voici ici donc ces éléments. Et puis, sur le côté, nous allons donc trouver maintenant la naissance du chef ici qui naît sur le ligament arqué médial, que nous trouvons ici, avec de nouveau une petite fente entre les deux, mais qui est beaucoup plus réduite à ce niveau. Voilà ici cet élément qui remonte vers le haut. Et puis plus latéralement, nous serions donc sur le foramen de Bordalec, c'est-à-dire le hiatus costolombal, où l'on voit une partie de la 12e côte. Le diaphragme vient bien sûr ici cacher la colonne vertébrale qui est au-dessus et en arrière et vient cacher la 12e côte. Et ici, nous avons le hiatus costolombal et nous avons là ces fibres qui naissent du ligament arqué latéral. Donc voilà, si vous voulez, on agrandit ces éléments. Donc nous avons là la description du diaphragme. Nous allons revenir sur quelques points descriptifs encore. Tout d'abord, en disant que l'origine, c'est le pourtour, c'est l'orifice inférieur du thorax. La terminaison des fibres, c'est le centre phrénique. Mais pour certains auteurs, le diaphragme est interprété comme un muscle digastrique. Donc je vous rappelle ce qu'est un muscle digastrique par définition. C'est un corps musculaire qui va avoir un tendon intermédiaire, et nous avons en série un deuxième corps musculaire. Et donc, certains auteurs ont considéré que le diaphragme, ce n'était pas des fibres qui vont vers un centre tendineux, mais
simplement que le centre tendineux est un tendon intermédiaire, donc ici un muscle digastrique, et qui serait une des conceptions possibles pour la description de ce diaphragme, muscle digastrique, avec le tendon intermédiaire qui est au niveau du centre phrénique, qui est donc une partie bien sûr tendineuse ici. Tout cela est extrêmement fin. Le centre phrénique, c'est à peu près l'épaisseur du tissu d'une chemise. La partie musculaire est un peu plus épaisse, ça dépend des individus, mais est de l'ordre de 3 mm. Donc c'est quelque chose, bien sûr, qui est extrêmement fin et encore plus fin dans cette zone tendineuse qui, bien sûr, ne se contracte pas comme toute zone tendineuse. Ce que nous pouvons encore évoquer, eh bien, ce sont les rapports qui vont se faire. Les rapports qui vont se faire, au-dessus, il y aura des rapports bien sûr viscéraux, en dessous également, mais là, les rapports pariétaux, puisque nous sommes dans les parois de l'abdomen. Eh bien, sous le ligament arqué médial, nous allons voir passer le muscle psoas. Le muscle psoas s'insère sur T12, L1, L2, L3, L4, ne s'insère pas sur L5. Nous avons eu l'occasion de voir à de nombreuses reprises ce muscle psoas avec la paroi postérieure dans le dernier cours, paroi postérieure de l'abdomen, mais nous l'avons vu aussi avec le membre inférieur et nous l'avons vu avec la région du pelvis. Voici ici l'origine de ce muscle psoas qui se fait par des arcades tendineuses sur les corps principalement, donc de T12, L1, L2, L3, L4 plus bas. Muscle psoas qui naît au niveau de T12 et s'engage ici sous l'arcade, sous le ligament arqué médial. Et ce ligament arqué médial prenait souvent classiquement aussi le nom d'arcade du muscle psoas, et on comprend pourquoi. Arcade du muscle psoas, parce que sous le ligament arqué médial naît ici le muscle psoas que nous pouvons représenter sur cette vue, psoas qui s'insère sur les corps et sur les processus transverses. Il naît en T12 et donc il passe ici déjà sous le ligament arqué médial, anciennement appelé arcade du muscle psoas. Donc ça, c'est un des premiers rapports avec le diaphragme. Donc directement, cette origine ici du muscle psoas fusiforme qui va donc descendre obliquement vers le bas, vers l'avant et vers le dehors. Puis, sur les côtés, nous allons trouver, passant maintenant sous le ligament arqué latéral, nous allons trouver le muscle carré des lombes, muscle carré des lombes qui viendra ici s'insérer sur la face inférieure de la 12e côte et qui globalement a des fibres verticales. C'est une nappe musculaire, donc aplatie, nous l'avons vu également la dernière fois et sur des coupes, et qui se terminera sur le sommet ou sur la crête iliaque. Donc voici ici le muscle carré des lombes et le muscle psoas. Ce muscle carré des lombes fait que, classiquement, on a pu appeler le ligament arqué latéral, l'appeler arcade du carré des lombes. Donc arcade du psoas, arcade du carré des lombes. Et donc des insertions qui sont là en rapport direct pariétaux, parois musculaires, avec le diaphragme. Ici, carré des lombes, ici, le psoas. Donc, nous allons maintenant arriver à l'utilisation pour les orifices. Donc, nous avons vu la description et nous passons aux orifices. Il y a 3 orifices majeurs. Et puis, il y a ensuite des orifices accessoires. Les 3 orifices majeurs, c'est le hiatus aortique, le hiatus ou foramen de la veine cave, plutôt donc hiatus aortique, foramen de la veine cave et le hiatus œsophagien. Le hiatus aortique est ostéofibreux. Il est elliptique ici et il est placé entre les piliers tendineux droit et gauche et le ligament arqué médian. Et c'est à ce niveau, par définition, que l'aorte passe et
devient de aorte thoracique, devient aorte abdominale. Donc c'est en T12. Voici ici cette aorte que nous avons sectionnée. Aorte, c'est le même tuyau au-dessus et en dessous du diaphragme, mais par commodité, on change de nom. Aorte, ou on qualifie différemment, aorte thoracique au-dessus, aorte abdominale en dessous, à partir du passage dans ce hiatus aortique. Cette aorte abdominale, que nous pouvons retrouver ici, cette aorte abdominale va donner comme première branche des branches pariétales pour le diaphragme. C'est ce qu'on appelle les artères phréniques inférieures. Artères phréniques inférieures droite et gauche, donc comme l'on l'indique pour le diaphragme, qui vont remonter, on peut les mettre éventuellement ici, qui vont remonter donc sur le diaphragme, artères phréniques inférieures droite et gauche. Ce sont les premières branches. Artères phréniques inférieures droite et gauche, elles sont directement sous le hiatus et collées donc contre le diaphragme, venant vasculariser le diaphragme. Artères phréniques inférieures, ici, qui naissent. Et puis ensuite, toujours au niveau de T12, nous allons avoir la naissance du tronc cœliaque. Tronc cœliaque qui, classiquement, donne 3 branches, mais avec de nombreuses variations, qui sont, comme nous l'avons vu par ailleurs, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. Donc tronc cœliaque directement ici au niveau de T12 et sous la naissance de l'aorte abdominale. Dans ce hiatus aortique, nous allons voir placer en arrière de l'aorte, nous allons voir placer le conduit thoracique qui est donc une structure qui naît entre L1 et T12. En dessous, c'est plus ramifié, différentes branches, et qui va, on va enlever ce qui se projette dans l'orifice de l'aorte, ici, ce sera plus lisible, voilà, l'aorte. Et donc, en dessous, nous avons une portion ici initiale du conduit thoracique. Conduit thoracique qui va donc naître à ce niveau, T12, parfois L1, et être en arrière de l'aorte, puis cheminer au niveau du thorax où nous l'avons étudié et se terminer dans le confluent veineux jugulo-subclavier gauche. Donc ici, naissance du conduit thoracique qui est donc placé en arrière de l'aorte. C'est la grande voie terminale des voies lymphatiques de la partie inférieure du corps et du membre inférieur. Nous pouvons ici éventuellement rappeler cet élément. Puis, dans les orifices principaux, nous allons trouver l'orifice de la veine cave. Cet orifice de la veine cave est donc fibreux. Il est placé dans le centre, il perfore en quelque sorte le centre phrénique, centre tendineux du diaphragme. Nous trouvons ici cette veine cave inférieure. Veine cave inférieure qui est accompagnée par le nerf phrénique droit. Nerf phrénique droit ici qui va venir innerver le diaphragme comme on le redira dans un instant. Donc, dans le foramen de la veine cave inférieure, nous trouvons la veine cave inférieure et le nerf phrénique droit. Nous pouvons remarquer que ces deux hiatus vasculaires sont tous les deux fibreux. Ici, c'est ostéofibreux pour le hiatus aortique, le ligament arqué médian et le corps vertébral, le 12e, ici, entièrement fibreux dans le centre tendineux. Et ceci est heureux, puisque le diaphragme se contracte. Si les orifices n'étaient pas fibreux et passaient entre les fibres musculaires, à chaque contraction du diaphragme, il y aurait une compression
artérielle ou veineuse. Donc le fait que ce soit fibreux va garantir un calibre qui est constant et qui ne se ferme en gros jamais, même lorsque l'ensemble du diaphragme est contracté. Donc là, la nature, une fois de plus, a extrêmement bien fait les choses, puisque c'est parfaitement adapté le fait qu'il n'y ait pas de contraction musculaire qui puisse comprimer ou l'aorte ou la veine cave. Ce qui est assez spectaculaire quand on dissèque ou qu'on prélève un foie ou qu'on greffe un foie, c'est qu'ici, on est sur la veine cave, mais que 5 mm au-dessus, on est dans l'atrium droit. Sur le centre phrénique repose le cœur. Et la partie thoracique de la veine cave inférieure, on dit classiquement 1 cm. 1 cm, c'est la moitié d'un travers de doigt. Donc en fait, quand on a ici éviscéré et qu'on regarde ce diaphragme comme cette vue, eh bien on est là, on voit dans l'atrium droit directement. Alors, sur le sujet anatomique, il y a souvent des caillots qui remplissent l'atrium droit. Donc on est dans l'oreillette droite, directement au-dessus. On est sous le diaphragme et on est dans le cœur au-dessus. Nous avons maintenant le hiatus œsophagien, qui est bien sûr aussi très important, et dans lequel va passer l'œsophage, tuyau donc digestif, qui part depuis la région du pharynx. Nous allons le représenter peut-être ici, on va le mettre en rose, comme on le fait classiquement. Rose clair. Donc voici ici l'œsophage qui va être placé qui passe dans cette région, et c'est l'œsophage thoracique, c'est le même tuyau, qui devient ici œsophage abdominal, qui est très court, environ un travers de doigt, et on arrive sur le cardia, orifice de l'estomac. Si l'on regarde cela en agrandi, on va le voir ici sur cette vue, eh bien nous aurons ici donc le passage de l'œsophage, dont on a vu la structure par ailleurs. Et à présent, nous voyons que l'œsophage, qui est musculaire, c'est un tuyau musculaire comme l'ensemble du tube digestif, eh bien l'œsophage, lui, a un hiatus musculaire. Ça veut dire que quand le diaphragme se contracte, il va venir comprimer l'œsophage, et c'est une bonne chose, car c'est un des mécanismes anti-reflux. Quand la pression abdominale augmente, notamment dans les mouvements ventilatoires, quand la pression abdominale augmente, le diaphragme se contracte, se contractant, les fibres se resserrent et viennent comprimer l'œsophage. Il y a d'autres mécanismes œsophagiens, mais c'est un mécanisme important. Donc là aussi, la nature a parfaitement fait les choses. Ça ne se contracte pas pour les vaisseaux, mais ça se contracte pour ce tuyau, pour éviter les reflux. Les reflux sont toujours embêtants, puisque vous avez un contenu gastrique qui est acide, et l'œsophage, la muqueuse œsophagienne, n'est pas du tout prévue pour avoir des remontées acides. La sécrétion d'acide chlorhydrique se fait dans l'estomac, mais ne doit pas revenir en arrière, donc les mécanismes anti-reflux sont importants. Et sinon, en cas de reflux gastro-œsophagien, les gens sont très gênés et en un second temps avec des complications. Il y a au niveau de ce hiatus la possibilité de hernie, c'est ce qu'on appelle les hernies hiatales. Les hernies hiatales, ce sont des hernies donc, du hiatus œsophagien qui peuvent être soit congénitales, mais le plus souvent qui sont acquises, et où vous avez une ascension de l'estomac vers la région thoracique, plus ou moins importante. Alors ces hernies hiatales, on ne va pas les traiter ici, c'est quelque chose qu'on voit plus avec l'abdomen, qui est très spécialisé. Malgré tout, c'est bien sûr important, et on aura des techniques chirurgicales pour remettre l'estomac dans la cavité abdominale et essayer d'avoir un mécanisme qui réduise cet orifice hiatal. Donc hernie hiatale, ça correspond à des hernies ici au niveau du hiatus œsophagien. C'est l'estomac qui est normalement dessous, après le cardia, qui remonte par ce hiatus et se retrouve en situation thoracique, avec parfois tout l'estomac en situation thoracique. Nous allons trouver, passant avec l'œsophage, nous allons trouver deux nerfs, les deux nerfs vagues. Alors en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. On rappelle un petit élément. Nous l'avons étudié avec le thorax principalement et l'abdomen. Il y a donc un nerf vague droit, un nerf vague gauche. C'est la 10e paire de nerfs crâniens. C'est le contingent parasympathique, donc c'est un contingent viscéral, contingent parasympathique. Nerf vague droit, nerf vague gauche, qui sont des nerfs crâniens qui vont traverser le cou et le thorax,
et qui, à la partie toute basse de l'œsophage, je vous rappelle, forme en fait un plexus qu'on appelle le plexus œsophagien. Et de ce plexus naissent de nouveau deux troncs. C'est plus le nerf vague droit et le nerf vague gauche, c'est ce qu'on appelle le tronc vagal antérieur et le tronc vagal postérieur. Tronc vagal antérieur, tronc vagal postérieur, qu'on va retrouver ensuite le long de la petite courbure de l'estomac et où nous les avons étudiés. Ils sont importants puisqu'ils contrôlent la sécrétion d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac et ils contrôlent la fermeture-ouverture, en l'occurrence ouverture, du pylore. C'est-à-dire que quand on les coupe, il faut faire une pyloroplastie pour qu'il y ait un écoulement possible au niveau du pylore à la sortie de l'estomac. Voilà pour les orifices principaux. Orifices accessoires. Orifices accessoires, eh bien, nous allons trouver ici, tout d'abord, un orifice qui est placé entre le pilier principal et le pilier accessoire. Donc, en fait, on passe entre des fibres musculaires du diaphragme, et nous allons trouver ici le nerf grand splanchnique. Nerf grand splanchnique, là il faut rejoindre un cours que nous faisons sur le système nerveux végétatif. Donc nerf grand splanchnique qui va passer ici entre les fibres du pilier principal et du pilier accessoire. Puis nous allons donc grand splanchnique. Splanchnique, pourquoi? Splanchnologie, c'est la science des viscères. Donc c'est un des rameaux nerveux qui viennent du système sympathique et vont se destiner aux viscères. Et nous trouvons la veine lombale ascendante que nous étudions avec les parois postérieures et surtout avec le péritoine, veine lombale ascendante qui vient constituer veine azygos, veine hémiazygos. Donc voilà ce qui passe dans ce petit orifice accessoire. Le nerf grand splanchnique confère les cours sur les nerfs sensitifs et sur la paroi postérieure de l'abdomen. Puis nous allons trouver entre le pilier tendineux et le ligament arqué médial, nous trouvons le passage du tronc sympathique. Ce tronc sympathique qui est donc du système nerveux végétatif, qui commence au niveau cervical, qui se termine au niveau coccygien et qui va présenter d'une part donc un tronc vertical nerveux et qui présente des renflements qu'on appelle les ganglions sympathiques à niveau régulier. Là aussi, c'est quelque chose que l'on étudie par ailleurs de façon plus précise. C'est simplement ici le passage qui est important. Et c'est ce qu'on appelle souvent la chaîne sympathique latérovertébrale. Chaîne sympathique latérovertébrale, ici, donc, qui passe entre le pilier tendineux principal et le ligament arqué médian. Nous trouvons dans ce même niveau le passage du nerf petit splanchnique. Donc le grand splanchnique est passé ici entre le pilier principal et le pilier accessoire. Et ici, nous trouvons donc la chaîne sympathique et le nerf petit splanchnique qui passe ici. Puis, nous allons trouver, passant sous le ligament arqué médial, c'est-à-dire aussi appelé arcade du psoas, nous trouvons la veine lombale latérale ou accessoire qui viendra se jeter ensuite dans l'élément veineux ici, veine lombale ascendante, pour former veine azygos ou veine hémiazygos. Elle est en profondeur ici du psoas. Voici donc pour ces éléments. Nous pouvons ensuite évoquer comme élément de passage les nerfs intercostaux. Le nerf intercostal qui correspond à la 12e côte et qui est placé en dessous est appelé aussi nerf subcostal. Nous le voyons apparaître ici, nerf subcostal, confère les éléments que nous avions vus sur l'innervation de la paroi abdominale. Et nous allons voir arriver ici, à chaque niveau, les nerfs intercostaux qui vont passer entre les interstices des fibres musculaires du diaphragme pour rejoindre la paroi abdominale. Donc voilà les nerfs intercostaux qui sont dans l'espace intercostal. Nous les avons étudiés donc avec la paroi
avec la paroi abdominale et qui viennent ici, après l'espace intercostal, se destiner à la paroi abdominale. Dans l'espace ici tout à fait antérieur, donc entre la partie costale et la partie sternale, nous allons trouver des vaisseaux. C'est l'artère thoracique interne, on l'appelait aussi autrefois l'artère mammaire interne. Cette artère, on l'a vu avec les parois du thorax et est utile notamment dans les pontages coronariens, comme on avait pu l'évoquer. Cette artère thoracique interne vient ici traverser ce petit hiatus, la fente de l'arrêt, et va donner ce qu'on appelle l'artère épigastrique supérieure, là aussi que nous avions vu, et on refera une petite synthèse sur les vaisseaux et les nerfs des parois de l'abdomen. Donc dans cette fente, c'est le pédicule thoracique interne qui est important, accompagné de 2 veines. Dans la fente médiane, il n'y a rien qui passe, on dit parfois un petit peu de tissu adipeux, mais de toute façon, il y a du péritoine qui recouvre l'ensemble. Il peut y avoir des hernies à ce niveau, elles sont très rares, car ce sont des éléments très réduits qui passent et des espaces qui sont en fait très fins. Donc les hernies principales, c'est la hernie congénitale ici costolombale et c'est la hernie hiatale chez l'adulte. Avant de passer à l'innervation et à la fonction du diaphragme, nous allons faire une vue très classique également qui va représenter en fait l'autre côté, l'autre coupole, c'est-à-dire la partie antérieure, alors que nous avons vu la partie postérieure qui est la plus complexe. Et nous allons pour cela pouvoir tracer la région du rebord costal. Rebord costal, sur la ligne médiane ici, nous aurons le processus ou appendice xiphoïde qui dépend donc du sternum. Et puis, je représenterai ça de façon simplifiée ici, puisqu'en fait, ce sont des cartilages. Nous allons trouver le 7e cartilage costal, le 8e cartilage costal, le 9e cartilage costal, le 10e cartilage costal, et puis nous trouverons plus en dehors la section ici de l'extrémité de la 11e côte. Donc 7e, 8e, 9e, 10e cartilage costaux ou arcs costaux et la 10e côte. Nous sommes là sur une vue interne, endothoracique, et sur les côtés, nous aurons coupé donc ici la 11e côte, puis nous aurons ici ces contours du thorax avec la 10e côte, 9e côte, donc chaque fois des espaces intercostaux, 8e côte, 7e côte, 6e côte et 5e côte ou arc costal. Donc ici des sections costales sur les côtés et nous aurions bien sûr à ces niveaux des muscles intercostaux que je vais ici simplifier et que nous avons vu par ailleurs avec les 3 couches et le pédicule intercostal, vasculaire et nerveux. Donc ici, bien sûr, l'ensemble est fermé par le contenu des espaces intercostaux, encore une fois, qui a fait l'objet d'un cours spécifique avec les parois du thorax. Et nous allons pouvoir voir ici la région du centre phrénique, c'est-à-dire la partie tendineuse, où nous allons trouver la foliole antérieure, et puis une partie ici de la foliole droite. Voici ici donc le centre phrénique, centre tendineux du diaphragme, qui est en position centrale. Nous avons vu la moitié postérieure, la plus riche, avec les insertions donc lombales, et c'est ici la partie antérieure. Nous allons voir donc les différents faisceaux. C'est quelque chose qui est un petit peu fastidieux à représenter, mais qui est intéressant à faire au moins une fois. Nous allons trouver ici le chef sternal, qui vient du processus xiphoïde de chaque côté. Donc ce tout petit ici, chef sternal, appelé également chef xiphoïdien. Et entre ces deux chefs ou faisceaux, nous avons un petit orifice médian qui pourrait théoriquement être le siège de hernies, qui sont en fait très rares puisque c'est un orifice extrêmement étroit et petit. Puis nous allons trouver une deuxième fente qui est la fente sternocostale que nous avions évoquée sur la vue inférieure du diaphragme.
Et cette fente, elle, est aussi appelée la fente de Larrey. Donc Larrey, qui est ce grand chirurgien napoléonien, L-A-2-R-E-Y, et qui a laissé son nom à cette fente. Fente costo-xiphoïdienne, entre la partie sternale, très petite, et la partie costale du diaphragme. Nous allons voir là que le diaphragme va s'insérer par un certain nombre de digitations au pourtour de l'orifice inférieur de l'abdomen, et ici, trouver la section du diaphragme lui-même avec la coupole diaphragmatique droite. Nous avons ici donc l'épaisseur de la section du diaphragme, et nous voyons qu'il y a effectivement une très forte convexité à l'intérieur du thorax, cette coupole remontant jusqu'au niveau du 5e arc costal ou T9 d'un point de vue projection vertébrale. Nous voyons ici l'insertion qui vient se faire au rebord inférieur du thorax, c'est-à-dire ici sur la 11e côte. Il y a un espace entre la 11e côte et la 10e côte, comme vous le savez, et qui va être comblé, nous l'avons vu, par le ligament arqué intercostal entre la 11e côte et le 10e arc costal, et qui va servir d'insertion pour les fibres du diaphragme. Et à présent, nous allons donc voir ces faisceaux qui viennent de chacune des côtes, ou en tout cas des arcs costaux, ou arcs chondrocostaux, en l'occurrence ici, ce sont bien des cartilages. Et voici ces faisceaux qui s'insèrent sur ces différentes zones costales et sur le ligament arqué intercostal. Nous sommes ici sur ce qu'on appelle le rebord costal, donc c'est ce que l'on palpe très facilement à travers la paroi abdominale en avant, et qui est donc la partie antérieure de l'orifice inférieur du thorax. Je vous rappelle, l'orifice supérieur est très réduit, ou relativement réduit, limité par la première côte, alors que l'orifice inférieur est particulièrement large et échancré fortement, formant un V inversé, un chevron inversé. C'est ce que nous voyons ici si on prenait l'autre côté, et donc ce qui fait que cette paroi thoracique est fortement ouverte en avant, alors qu'en arrière elle descend beaucoup plus bas, puisque nous avons jusqu'à la 12e côte des éléments costaux qui viennent fermer, constituer la paroi postérieure du thorax. Voici donc ces éléments, ces fibres du diaphragme, et nous voyons qu'ils s'insèrent tout le long du rebord inférieur du thorax, avec donc des faisceaux qui correspondront au 7e cartilage, 8e cartilage, 9e cartilage, 10e cartilage, puis le ligament arqué intercostal, et puis le 11e côte, ligament arqué intercostal entre 11e côte et 12e côte, comme nous l'avons vu. Donc ici, ce sont bien ces insertions du diaphragme que nous voyons sur la périphérie de l'orifice inférieur du thorax, sachant que nous avons vu ce qui se passe en arrière, et qu'en arrière c'est plus compliqué, puisqu'il y a les piliers du diaphragme, et que ces piliers sont nécessaires pour pouvoir laisser passer les différents éléments entre les faisceaux. Donc là, globalement, ces différents chefs sont accolés, et il n'y a pas vraiment d'espace de fente entre les différents chefs, même si on peut bien sûr facilement les individualiser par rapport à leur origine. Voici donc le diaphragme maintenant en vue interne. Et nous pouvons voir ici qu'il y a un espace qui vient se constituer de par cette convexité, et c'est ce qu'on appelle le récessus costo-diaphragmatique, en l'occurrence le récessus costo-diaphragmatique latéral. On parle aussi de cul-de-sac costo-diaphragmatique ou de cul-de-sac pleural pour la plèvre. Alors ce qui va être intéressant quand on regarde cette paroi vue en vue interne, nous allons maintenant voir le muscle, ici, muscle oblique externe, on va prendre du rose, le muscle oblique externe qui est surcostal, supracostal. Voici ici le muscle oblique externe qui vient s'insérer sur des côtes par différentes digitations.
donc oblique externe, surcostale. Puis, de même niveau que les côtes, nous allons trouver, nous l'avions mis en bleu clair, nous allons trouver ici, de même niveau que les côtes, eh bien, le muscle oblique interne. Le muscle oblique interne est le plus épais. Alors souvent, on les représente un petit peu de la même taille sur les schémas, au tableau, mais en pratique, on le voit très bien sur le vivant et par exemple aussi en imagerie, l'oblique interne est le plus épais. Donc, oblique interne. Et nous allons ensuite, dernière couche, donc oblique externe, oblique interne, et maintenant le transverse. Et c'est ce que nous pouvons voir ici, c'est représenter le transverse en vue de l'avant. Nous aurons ici donc la région de la ligne médiane et de la ligne blanche. De chaque côté, nous allons avoir la gaine du droit de l'abdomen, constituée par le feuillet postérieur, lui-même constitué par l'aponévrose du transverse et l'aponévrose de l'oblique interne. Et nous voyons donc l'aponévrose du transverse par l'intérieur. Et en fait, la jonction vers la gaine du droit de l'abdomen vient non pas suivre verticalement cette gaine, mais former ce qu'on appelle une ligne arquée ou ligne semi-circulaire. Donc ici, nous allons avoir la région de cette aponévrose, c'est-à-dire tendon aplati du muscle transverse. Ce muscle transverse, nous allons pouvoir ici le représenter. Il va s'insérer par des digitations sur ces mêmes arcs costaux. C'est-à-dire, nous trouvons ici des digitations qui vont venir s'intriquer avec celles du diaphragme, et c'est très caractéristique. Donc il y a en quelque sorte une continuité musculaire entre les fibres du diaphragme et celles du transverse de l'abdomen. Transverse de l'abdomen qui est donc endothoracique et que nous trouvons ici sur la coupe de la paroi latérale. Et ce seront là des fibres qui seront maintenant horizontales ou transversales, d'où son nom, avec donc des chefs qui naissent du 7e, 8e, 9e, 10e arc costaux, puis du ligament arqué intercostal, et puis ensuite c'est l'insertion postérieure dont nous redirons sans doute un mot dans un cours sur la région lombale. Voici ici donc ces digitations du muscle transverse de l'abdomen avec des fibres horizontales qui se terminent sur un tendon extrêmement fin, aplati, en forme de membrane, c'est-à-dire une aponévrose, c'est l'aponévrose du transverse de l'abdomen. Voici ici ce transverse vu de l'intérieur, et ce qui est important donc de noter, c'est l'intrication tout à fait caractéristique entre les digitations du diaphragme et les digitations de ce muscle droit de l'abdomen. Nous pouvons ici donc montrer la digitation qui vient du 7e arc, du 8e, du 9e, du 10e, et puis ici du ligament intercostal, 12e côte, et puis ensuite c'est une insertion donc postérieure. Et l'ensemble vient se poursuivre ici sur cette aponévrose, c'est-à-dire les fibres se poursuivent ici horizontales et viennent constituer ce tendon aplati qui participe au feuillet postérieur du muscle droit de l'abdomen. Donc voilà ici cette aponévrose du transverse qui est fusionnée à une partie de l'aponévrose de l'oblique interne, comme nous l'avions vu, pour former ici le feuillet postérieur de la gaine du droit. Alors ceci continuerait plus bas, on reste ici dans la région correspondant au diaphragme. Voici donc ces éléments d'un point de vue insertion du diaphragme et ce qui est caractéristique, une insertion qui est entièrement endothoracique au bord inférieur du thorax, c'est-à-dire qu'on n'en voit pas les éléments sur la face externe. Et cette jonction ici, tendino-musculaire, qui a un aspect de ligne semi-circulaire classiquement. C'est donc là ici une vue interne avec la moitié droite. Nous aurions ici la région donc droite, ici le haut, et c'est donc une vue interne endothoracique
et endo-abdominal. Nous pouvons évoquer les différents endroits de passage. Eh bien, nous avons ici cette fente médiane où il ne passe rien normalement. Parfois, on dit qu'il y a un petit lobule adipeux. Mais surtout, nous allons trouver ici, dans la fente ou hiatus costo-xiphoïdien, nous allons trouver l'artère thoracique interne que nous avions citée, artère thoracique interne, qu'on appelait aussi autrefois artère mammaire interne, qui, lorsqu'elle traverse le diaphragme, va continuer à descendre vers le bas, verticalement, et va changer de nom en devenant l'artère épigastrique supérieure. Et elle est accompagnée de 2 veines, nous l'avons vu avec les généralités, nous le reverrons avec les vaisseaux de la paroi. Donc ici, cette fente de l'arrêt, ou hiatus costo-xiphoïdien dans la nomenclature internationale, avec ce pédicule qui était important au niveau du thorax, nous l'avons vu, et qui va ensuite cheminer dans la gaine du droit pour vasculariser la paroi de l'abdomen. Et puis, ce que nous allons voir aussi, c'est entre les différentes digitations du diaphragme et du transverse, nous sommes là au bout de l'espace intercostal, et nous voyons passer ici, caché par les fibres musculaires, mais il y a juste un petit endroit où on le voit plus facilement, nous voyons passer les nerfs intercostaux. Ces nerfs intercostaux, à partir du 6e ou du 7e, vont avoir un trajet qui sera intercosto-abdominal. Les premiers nerfs intercostaux ne sont, comme on l'a vu, que dans les espaces intercostaux. À partir de là, puisque le rebord costal est oblique vers le bas et le dehors, eh bien, nous avons une partie intercostale et puis une partie abdominale, et nous reverrons que ce nerf va se poursuivre entre le transverse et l'oblique interne. Donc, voici pour ces éléments, et l'ensemble ici serait recouvert en dedans, et recouvert par un fascia, donc aponévrose c'est un tendon, recouvert par un fascia, qui est ici ce qu'on appelle le fascia transversalis, et que nous avons vu par ailleurs, donc fascia transversalis, qui est le fascia du muscle transverse. Tous les muscles ont un fascia, mais celui-là est particulièrement important d'un point de vue pratique, parce qu'il est plus épais. Le fascia transversalis, c'est le tissu fibreux qui tapisse la face profonde du muscle transverse et la gaine. Alors ceci est bien sûr, tout est accolé en pratique, hein, mais donc vous ne voyez pas directement les fibres, il faut enlever le fascia transversalis pour voir le muscle transverse. Donc si on résume ici, on est bien sûr sur le diaphragme, ici on est sur le muscle transverse de l'abdomen, et ici on est sur le fascia transversalis. Fascia transversalis. Si nous regardons vers le dehors, eh bien nous allons avoir ici le fascia superficialis. Le fascia superficialis, c'est la gaine fibreuse qui vient tapisser en superficie le muscle oblique externe. Et si nous regardions au niveau thoracique, eh bien nous aurions ici le fascia exothoracique. Le fascia exothoracique, qui se confond en partie avec le périos des côtes, comme nous l'avions vu, ce fascia exothoracique est de même plan, se poursuit avec le fascia superficialis de l'abdomen. Il existe aussi un fascia, bien sûr, pour le diaphragme. Donc tout muscle est recouvert par une enveloppe, mais il est très fin. Nous pouvons placer ici un autre fascia épais, qui est le fascia endothoracique. Fascia endothoracique, ici, qui tapisse la paroi interne du thorax et qui est l'équivalent du fascia transversalis. Il y aurait, bien sûr, un tout petit feuillet ici de fascia, donc fibreux, qui enveloppe le diaphragme, puisqu'aucun muscle est dépourvu d'enveloppe et a directement ses fibres libres. Et maintenant, eh bien, nous pouvons rappeler ici peut-être une petite chose, mais nous le verrons sur une autre vue dans un instant. Eh bien, c'est que dans ce cul-de-sac, nous allons, costodiaphragmatique, nous allons avoir la plèvre ici. La plèvre que je mets ici en bleu. On va la mettre, plutôt le poumon en bleu, on va la mettre en violet. Voici ici la plèvre qui va tapisser le diaphragme, c'est la plèvre diaphragmatique.
qui va descendre dans ce récessus costodiaphragmatique et qui va se réfléchir ici, ligne de réflexion, avec la plèvre pariétale, ici proprement dite, qui tapisse la paroi. Et donc, nous sommes là dans le récessus costodiaphragmatique d'un point de vue musculaire, mais qui correspond aussi au récessus pleural. Nous sommes sous la base du poumon, ici, qui serait à peu près à ce niveau-là, ça dépend de la phase respiratoire, et poumon qui lui-même a une plèvre viscérale. Et donc, entre les deux, nous sommes dans la cavité pleurale, ici, ce qui explique que lorsqu'on est par exemple en position debout, lorsqu'il y a un petit peu d'épanchement, l'épanchement pleural va se mettre dans ce cul-de-sac, et c'est donc à ce niveau qu'on pourra le récupérer. Ceci nous montre aussi, bien sûr, que lorsqu'on fait une plaie, ce sont des plaies thoraco-abdominales. On perfore d'abord la paroi, on peut faire une plaie thoracique, puisqu'on est dans la cavité pleurale, puis on peut perforer le diaphragme et perforer des organes abdominaux. Donc ça, c'est une vue qui est très classique. Je vais rajouter juste quelques petites vues à propos de ces récessus costodiaphragmatiques. Première vue, c'est rappeler celle que nous avons faite tout à l'heure, avec ici une coupe sagittale de la région, avec ici la colonne en arrière, très schématiquement, le sternum, ici. C'est une coupe sagittale médiane. Et nous allons trouver sur cette coupe eh bien, l'aspect en coupole, c'est-à-dire nous nous insérons bien ici sur le sternum, donc voilà l'insertion ici sternale. Convexité en coupole vers la cavité thoracique, puis nous arrivons ici au centre phrénique, et à présent une portion descendante qui va laisser l'interstice pour le passage notamment de l'aorte. Donc nous avons un petit cul-de-sac, vous voyez ici en avant, petit récessus antérieur entre la coupole et le sternum, mais qui réduit, mais nous avons aussi un grand récessus en arrière qu'on appelle le récessus phréno-costal postérieur ou cul-de-sac costo-vertébral postérieur. Et donc, il y a là quelque chose qui va être intéressant, puisque sur une radio de face, on pourra éventuellement voir ici un émoussement du cul-de-sac lors d'un épanchement, mais de même, ici, sur une radio ou sur une vue postérieure ou en coupe, on peut avoir du liquide pleural qui viendra se mettre ici en arrière. Donc, sur cette coupe sagittale, nous pourrions compléter les parois, ici la paroi abdominale avec la région de l'ombilic. Ici, nous pouvons aussi rajouter le plan cutané avec un petit peu de tissu adipeux. Donc voilà ces récessus, et nous pouvons encore voir deux petits éléments sur cette vue, et nous poursuivrons en retournant ce tableau pour les éléments nerveux. Nous allons ici refaire juste un petit rappel pour coupler avec ce que nous venons de faire. Premier rappel, c'est la cage thoracique ici en vue antérieure. Et donc, rappelez que sur cette cage thoracique en vue antérieure, eh bien, nous ne voyons pas le diaphragme qui est entièrement endocostal, puisqu'il s'insère sur l'orifice inférieur, mais sur le côté interne de la région. Et donc, en projection, voici ce diaphragme avec une coupole diaphragmatique droite, puis nous trouvons le centre phrénique, puis une coupole diaphragmatique gauche qui remonte un peu moins haut, ceci pour des raisons de rapport que nous verrons dans un instant. Et donc, si l'on veut voir le diaphragme, il faut obligatoirement ici ouvrir le thorax, ça c'est une projection, et donc il faudrait ouvrir le thorax, c'est-à-dire faire ici une section. Donc là nous avons le thorax et c'est une projection. Et si on fait une section, c'est là où on verra le diaphragme. Nous pouvons également rappeler que la projection de la coupole diaphragmatique se fait environ en T9, c'est-à-dire au niveau du cinquième arc costal. On dit parfois cinquième arc chondrocostal. Voici ici, si on reprenait très schématiquement ces éléments, voici donc les contours du thorax. Et là, nous aurons fait une fenêtre. Si nous faisons une fenêtre dans ce thorax, on garde l'autre côté entier, eh bien, en faisant la fenêtre, là, on va effectivement pouvoir voir apparaître eh bien, les fibres du diaphragme
qui monte jusque à la région du centre phrénique ici. Ce petit schéma, juste pour montrer qu'effectivement, on a là quelque chose qui est entièrement sous-costal. Voilà pour cette partie. Nous allons maintenant passer assez rapidement au rapport et à l'innervation, et pour cela, retourner le tableau. Et je couperai, bien sûr, donc voilà, nous avons retourné le tableau et nous allons maintenant faire juste quelques petits éléments concernant l'innervation et les rapports et la fonction. Nous pouvons ici replacer le thorax de manière extrêmement schématique avec le rebord costal qui va nous mener jusqu'au processus xiphoïde. Ici, nous aurons la première côte, puis la région du manubrium sternal, la première côte du côté opposé. Nous ne revenons pas ici sur ce que nous avons fait sur les parois du thorax. Ce muscle diaphragme va donc s'insérer, nous l'avons vu, au pourtour de l'orifice inférieur, remonte fortement, faisant deux coupoles, une coupole droite et mi-diaphragme droit, puis le centre phrénique, et puis une deuxième coupole, ici gauche, qui remonte en général moins haut. L'innervation va être faite de façon assez étonnante au premier abord par le nerf phrénique. Ce nerf phrénique, nous allons juste mettre l'ombrage du médiastin et ici du cœur. Le nerf phrénique naît au niveau de C4. Nerf phrénique au niveau de C4, c'est-à-dire très haut, moelle spinale cervicale, nerf phrénique, qui va, on l'a vu au niveau du cou et au niveau du thorax, qui va donc descendre le long du scalène antérieur. Il y a un nerf phrénique droit et un nerf phrénique gauche, et donc qui naît en C4. Donc il contourne le scalène de l'arrière vers l'avant, et rentrant dans le thorax, le nerf phrénique droit va globalement longer le bord droit du cœur, ou plus exactement le bord droit du péricarde. Et le nerf phrénique droit va venir ici innerver l'hémidiaphragme droit, venant de C4. Et le nerf phrénique gauche, lui, va longer le bord gauche du cœur, donc va s'écarter plus de la ligne médiane, et venir innerver ici l'hémidiaphragme gauche. Donc une double innervation, droite-gauche, qui vient du cou, ce qui n'est pas obligatoirement intuitif. Pourquoi ? Je vous rappelle que nous avons vu en anatomie générale de la cavité abdominale que primitivement, on peut le mettre dans un sens ou dans l'autre, on va la mettre la tête à droite, que primitivement, chez des vertébrés, par exemple ici chez des poissons, eh bien, nous avons un cœur qui est situé très haut, au niveau presque du cou, et qu'il existe une structure fibreuse qu'on appelle le septum transversum. Ce septum transversum est situé très haut et nous trouvons une seule cavité séreuse, comme nous l'avions donc évoqué. Puis au cours qui est une cavité thoraco-abdominale. Il n'y a bien sûr pas de poumon chez les poissons. Et puis nous avons vu qu'avec l'acquisition de la vie terrestre, progressivement, nous allions avoir se dégager un cou déjà, cou qui va caractériser les amphibiens, les reptiles, les mammifères, les oiseaux, cou. Et puis progressivement, eh bien, nous avions vu cette segmentation thoraco-abdominale qui fait que chez les mammifères, chez l'ensemble des mammifères, nous avons donc deux
cavités distinctes au niveau thoracique, c'est-à-dire, ou même 3, c'est-à-dire les 2 cavités pleurales, droite et gauche, plus le péricarde, et d'autre part, nous avons la cavité abdominale. Donc, au cours de l'acquisition de la vie terrestre, eh bien, vient se disposer, d'une part, le cou, mais d'autre part, cette disposition musculaire du diaphragme chez tous les vertébrés, qui est descendue de la région cervicale, qui autrefois était purement fibreux et qui devient musculaire, ceci parce qu'il y a maintenant besoin d'une mécanique ventilatoire, alors que chez les poissons, c'était simplement les branchies. Donc, du coup, la nature a transformé ce septum transversum qui était très haut situé en une structure musculaire qui va pouvoir se contracter et être le moteur de la mécanique ventilatoire, on dit parfois à tort de la respiration, et surtout qui remonte au niveau thoracique. Donc c'est quelque chose de très ancien, et le fait que ce diaphragme qui vienne du septum transversum qui était cervical soit descendu, eh bien, a entraîné en même temps ce nerf phrénique. Le septum transversum est une structure cervicale, et ici, eh bien, le diaphragme est descendu chez les mammifères et a entraîné ce nerf phrénique qui est très haut. Donc l'évolution nous montre bien pourquoi cela se passe comme ça. Alors, comme ce nerf est très long, bien entendu, il pourra être lésé ou il pourra être siège d'anomalies au cours de son trajet, et en particulier, lors de chirurgie cervicale, vous pouvez couper le nerf phrénique. Et si vous coupez le nerf phrénique, vous aurez une paralysie de l'hémidiaphragme correspondant. Tant qu'on a une coupole qui marche, eh bien, on peut respirer, on est gêné à la respiration, mais on peut vivre tout à fait normalement. Il est évident que si on coupe les 2 nerfs phréniques, eh bien, c'est la mort, puisque, encore une fois, on va le redire, le muscle diaphragme est le nerf de la ventilation. Donc on peut en couper un, et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il y aura une coupole qui ne bougera plus, et l'autre simplement qui va monter et descendre au fur et à mesure de la contraction. Ceci se voit bien, par exemple, en ce qu'on appelle en radioscopie, c'est-à-dire où en direct, vous voyez les éléments bouger donc, en fonction de la respiration. Donc, d'autre part, puisque ici ce trajet cervical qui peut être lésé lors de chirurgie, aussi de chirurgie éventuellement thoracique, ce qui se passe aussi, c'est qu'il peut y avoir des irritations d'un nerf phrénique, et ceci va être la source du hoquet. Alors le hoquet est quelque chose qui est très commun, dont on ne connaît en général pas l'origine. Donc quasiment tout le monde a eu une crise de hoquet. Et le hoquet, c'est quoi ? Ce sont des secousses, donc c'est bien sûr sous l'influx nerveux, ce sont des secousses du diaphragme, souvent on dit par une irritation, alors suivant les gens, ça peut être parfois en mangeant certains aliments, et de même, la disparition du hoquet se fait de façon involontaire, et il y a toute une série de recettes classiques, populaires, de retenir sa respiration, de boire un verre d'eau, de faire peur à quelqu'un, etc. Donc ça, ce hoquet, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Mais il peut y avoir un hoquet pathologique, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait un hoquet qui dure toute la journée et sur plusieurs semaines. Ce sera signe d'une irritation du nerf phrénique, et ça peut être le cas notamment de tumeurs thoraciques. Donc un hoquet qui dure est une irritation du nerf phrénique, et on doit en trouver l'explication. Ce n'est pas comme un hoquet qui dure 1 heure ou 10 minutes. Donc voici ce nerf qui vient très haut avec ses particularités et dont nous avons étudié déjà le trajet pour le cou et pour le thorax. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Donc ce nerf va amener la contraction du diaphragme. Contraction du diaphragme, on l'a dit, pour certains auteurs, c'est un muscle digastrique dont le centre phrénique serait un tendon intermédiaire, mais il est évident que quand un muscle se contracte, les fibres se raccourcissent. Eh bien, si les fibres se raccourcissent, nous allons arriver à la disposition suivante, c'est-à-dire que le diaphragme va descendre, et avec un point mobile qui sera le point du centre phrénique. Donc ici, lorsqu'il y a une contraction, le diaphragme va descendre puisque les fibres se raccourcissent. Alors j'exagère ici le mécanisme, mais voici ici la position, on va dire, en inspiration par rapport à la position en expiration, éventuellement expiration forcée.
Donc nous voyons bien que lors de la contraction du diaphragme, il descend, et s'il descend, eh bien il augmente la hauteur thoracique, il augmente les diamètres thoraciques, il augmente la capacité thoracique, et donc ceci, par effet, en quelque sorte comme une seringue, vient aspirer l'air. Donc ici, le fait que le diaphragme descende va faire un appel d'air, donc notamment, bien sûr, qui arrive ici par la trachée. Donc ici, cette mécanique, et c'est bien une mécanique ventilatoire, c'est la ventilation. La respiration, je vous rappelle, est, elle, un mécanisme cellulaire. Ventilation, et en l'occurrence, c'est ici l'inspiration. C'est le muscle inspiratoire principal. Il en existe d'autres accessoires, notamment des muscles périthoraciques, comme nous l'avons vu. Ça peut être le grand pectoral, ça peut être les scalènes, ça peut être les muscles surcostaux. Et ceci n'est utilisé qu'en cas de peine à respirer, de gêne à la respiration, de dyspnée. Par exemple, même après l'effort, vous pourrez voir que des sportifs se mettent dans des positions particulières. Par exemple, si vous vous mettez dans cette position-là, vous allez faire un point fixe sur vos membres supérieurs et utiliser votre muscle grand pectoral comme muscle inspirateur accessoire. Donc l'inspiration est active, l'expiration est en général passive, vous n'y pensez pas, vous inspirez, mais c'est le simple relâchement par l'élasticité. Le diaphragme revient à sa place. Pourquoi il revient à sa place? Bien notamment parce qu'il y a la poussée des organes abdominaux. Donc inspiration active, expiration passive. On peut faire de l'expiration forcée, et dans ce cas-là, au bout de l'expiration normale, vous allez encore pousser, et là vous poussez notamment en contractant les muscles abdominaux qui sont en dessous. Il est évident que l'état de la ceinture abdominale qui est en dessous va être tout à fait importante, puisque cette ceinture abdominale va pouvoir réguler la pression des viscères de l'abdomen qui eux-mêmes appuient sur le diaphragme. Donc quand vous contractez les muscles abdominaux, bien entendu, vous pouvez là aussi avoir un équilibre qui se fait avec le diaphragme. D'où la grande importance d'une sangle abdominale de bonne qualité pour avoir une respiration, une inspiration aussi de bonne qualité. C'est un muscle qui est très particulier, ce sont des fibres qui sont des fibres striées, mais qui est involontaire. C'est-à-dire vous ne pensez pas à respirer. Il est involontaire la plupart du temps, mais il peut devenir aussi volontaire, et ça c'est en gros l'exception, puisque vous pouvez tout d'un coup décider effectivement d'inspirer volontairement, de garder l'air et d'expirer volontairement. Il est d'autant plus involontaire que la nuit, vous continuez à respirer, en tout cas à ventiler. Globalement, je vous rappelle, donc là aussi, muscle très particulier, c'est 12 à 16 inspirations par minute. 12 à 16 inspirations par minute, on peut monter à 18, à 20, mais c'est à peu près la moyenne. Ça veut dire que par jour, vous êtes entre 60, 24, vous êtes entre 17 000 et 23 000 contractions du muscle diaphragme par jour. Il y a 365 jours par an, donc c'est là quelque chose d'extrêmement particulier comme muscle, donc il ne faut pas qu'il se fatigue, et qui est vital, c'est-à-dire encore une fois que la section des deux muscles phréniques entraîne la mort, et de même, dans certaines interventions chirurgicales, c'est fréquent, on va amener une paralysie artificielle avec le curare, qui bloque donc les influx nerveux moteurs, et cette curarisation bloque également les nerfs phréniques. Ça veut dire que quand on est dans une anesthésie générale avec une curarisation ou produit similaire, il va y avoir nécessité d'une ventilation assistée, ventilation artificielle, puisque de soi-même, le diaphragme ne se contractera plus. Et puis, le dernier petit point que nous pourrons évoquer, donc muscle absolument fondamental et tout à fait intéressant, et je vous rappelle, donc membrane très fine, hein, c'est
2-3 mm d'épaisseur. Puis le dernier petit point que nous pourrons faire, mais que nous aurons l'occasion de revoir de nombreuses fois, c'est ici, si l'on représente à nouveau ici ce thorax, pour rappeler les éléments, ici la paroi abdominale, la ligne blanche. Nous allons remettre ici le diaphragme qui remonte. Je ne mets pas le centre phrénique de façon séparée. Eh bien, nous aurons comme élément de rapport, nous aurons au-dessus le cœur dans le péricarde, donc cœur ici, avec le péricarde, le sac péricardique. Donc c'est un premier élément de rapport, donc directement sur le diaphragme au milieu. Puis sur les côtés, nous l'avons vu, nous allons avoir la plèvre pariétale avec le cul-de-sac costodiaphragmatique, plèvre médiastinale. Et donc dans les cul-de-sac, ici, nous aurons au-dessus en rapport les poumons. Donc, rapport bien sûr important que nous avons vu par ailleurs. Au-dessus du diaphragme, les viscères thoraciques avec la plèvre. Et en dessous, nous aurons le foie qui occupe toute la région droite, donc sous-diaphragmatique droite, et qui ne dépasse pas le rebord costal comme nous l'avons vu avec l'abdomen. Voici ce foie. Simplement, dans la partie épigastrique, nous voyons une petite languette de foie qui dépasse. Donc nous aurons le foie qui va être ici entièrement sous-costal, sauf ici cette petite zone épigastrique. Puis nous aurons du côté gauche, nous aurons ici l'estomac qui va être sous la coupole diaphragmatique gauche, avec en arrière la rate. Donc du côté droit, sous le diaphragme, le foie, du côté gauche, l'estomac et la rate. Puis plus en dessous, nous trouvons les reins. Donc simplement ceci pour montrer que le diaphragme est bien sûr, d'un point de vue topographique, un élément tout à fait fondamental et que bien sûr, dans ces mouvements, il ne faut pas imaginer quelque chose qui est vide des deux côtés, mais bien la présence de tous ces viscères qui ont un point important, viscères abdominaux, et donc le rôle de la contraction de la paroi abdominale et en particulier du muscle transverse. Voilà pour ces quelques éléments sur le diaphragme. Ensuite, on passe à de la physiologie plutôt. Merci pour votre attention.